des deux côtés des mers et des sables, où la traite a tracé et où ces esclavages ont grandi, toute mémoire partagée est la garante que nous nous efforcerons de renverser les gouffres. Alors justement, dans votre livre « Mémoire des esclavages », on reviendra sur cet esclavage au pluriel, vous dites que, contrairement à la route de la soie, où on peut effectivement déterminer des directions, eh bien, ces esclavages ont essaimé dans le monde entier et ont été de nature différente. Oui, parce que essentiellement, vous avez l'esclavage transatlantique que l'on caractérise en disant que c'est un commerce triangulaire. Ça part des villes d'Europe, les villes françaises étant Nantes, La Rochelle, Bordeaux et quelques autres plus petites. Il y a les villes britanniques, et il y a les villes danoises et suédoises, on l'oublie, mais qui ont participé beaucoup à la traite et à l'établissement de l'esclavage. C'est un esclavage qui a intéressé la plupart des régions côtières de l'Europe et qui a intéressé aussi la plupart des régions côtières de l'Afrique, et en particulier de l'Afrique de l'Ouest. Ce commerce triangulaire n'était pas perçu par les populations européennes. Par exemple, quand on lançait un bateau négrier, c'était au milieu de l'allégresse générale. Tout le monde était content, de l'argent allait rentrer, etc. Et les gens n'avaient aucune idée de ce que ça représentait comme souffrance, comme malheur, et comme entassement de déchéance et pour des populations entières. Ce qui fait que la mémoire de l'esclavage n'est pas grande dans les pays d'Europe. Personne n'a vu effectivement dans les rues de Nantes, de La Rochelle ou de Bordeaux un esclave enchaîné. Personne. Donc les Français peuvent se demander avec raison, mais pourquoi on doit commémorer l'esclavage? Nous, on n'a rien à voir dans ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que la période, l'esclavage comme entreprise a été d'une importance fondamentale pour l'émergence de la richesse française. C'est sur la base de ce commerce que les premières capitalisations, accumulations de capital se sont faites en France. Et ces accumulations de capital ont permis le début de l'industrialisation. Et ça a réglementé toute une part de la vie de l'Europe. Et par exemple, l'Espagne, qui n'a pas investi dans le commerce de traite et qui se contentait d'acheter des esclaves aux Anglais, aux Français, aux Danois, aux Suédois, eh bien, a accumulé un retard considérable en matière de capitalisation et d'industrialisation. Et ce retard, l'Espagne ne l'a rattrapé que tout dernièrement. Et c'était une longue période pendant laquelle l'Espagne était en retard sur les autres pays. Et quand on ne sait pas cela, il y a quelque chose on est un peu inhibé. Pour comprendre les fondements de notre civilisation, au fond. Oui, il manque quelque chose. Et il faut que la connaissance passe par là. Et puis, dans les Antilles aussi, les Antillais ne savent pas, parce que ils savent par la souffrance, mais ils ne savent pas parce que la mémoire collective antillaise a été considérablement racornie, rapiécée par les politiques officielles. Pourquoi parce que... On avait honte non, parce qu'il y avait intérêt à ce que les luttes, souvent très dures, que les esclaves avaient menées au moment de l'esclavage, qu'elle ne recommence pas. Et puis il y a eu un phénomène important aux Antilles. Victor Schœlcher, qui a présidé, qui a été l'âme de l'abolition de l'esclavage en 1848, et qui a été reconnu
à Martinique, à Guadeloupe, en Guyane, comme un héros de l'abolition de l'esclavage. Il était vice-ministre de la Marine en France, et c'est lui qui a rédigé les articles de l'abolition. C'est lui qui s'est battu pendant 20 ans pour cela. Et il s'est formé aux Antilles une sorte de schellcherisme, c'est-à-dire un attachement à Schellcher, qui s'est transformé en une sorte d'attachement inconditionnel à la France. Et par conséquent, ce qui avait d'abord été un instrument de libération, n'est-ce pas, le travail de Schellcher, bien utilisé par certaines personnes, est devenu peu à peu un instrument d'effacement de l'histoire. D'effacement et de domination, n'est-ce pas? Et tout ça, il faut le refaire. Il faut avoir la connaissance, il faut rentrer dans la connaissance, et il ne faut pas entrer dans des débats, dans un pathos. Il ne faut pas faire du lamentarium, il faut faire de la recherche de la connaissance. La mémoire est innombrable, mais partagée. L'oubli est une arme sans grâce. Alors, pas de lamentarium, mais recherche de la connaissance, pas de manipulation de l'histoire, ni d'instrumentalisation de la souffrance. On le comprend très bien dans votre livre très politique et très historiquement argumenté que vous venez de publier. Alors, d'Anthropisme, nous avons des téléspectateurs qui lisent vos livres depuis longtemps. Et voici Sacha qui a une question à vous poser qui est au dos de cette photo. Bonjour Édouard. Ne pensez-vous pas que notre communauté regarde trop en arrière et pas assez en avant ? Je ne pense pas. C'est précisément parce que nous ne connaissons pas ce qu'il y a en arrière. Par exemple, à la Martinique, on ne sait rien de l'esclavage qui s'est passé à Sainte-Lucie, à la Jamaïque, à Trinidad. On connaît bien sûr Haïti, les luttes de Toussaint Louverture, mais c'est à peu près tout. Et l'esclavage est un phénomène global. Mais il ne faut pas cette connaissance pour rester en arrière. Ça, je suis d'accord avec Sacha, il ne faut pas se complaire. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas un lamentarium, n'est-ce pas? Et Fanon déjà disait cela. Fanon déjà disait « Je ne veux pas être esclave de l'esclavage ». C'est-à-dire, il ne veut pas camper à l'aveugle sur des monceaux de cadavres d'esclaves sous prétexte que c'était ses ancêtres. Il veut regarder aussi autour. Mais je pense aussi que l'esclave de l'esclavage, c'est aussi celui qui ne veut pas savoir. Il intériorise ? Oui, il intériorise un refus, il dit « ça n'a pas existé » ou « c'est déjà fini » ou « ça n'avait aucune importance, moi je ne veux pas en entendre parler », etc. Et ça c'est aussi grave, parce que ça peut nourrir autant d'inhibition, autant de déséquilibre que le fait de se complaire dans une vision du passé. Moi je dis toujours, quelle est notre fonction, rôle dans le monde, à nous, petits pays? Je crois à l'avenir des petits pays. Je crois que les petits pays ont un rôle dans le monde à jouer. Et à mon avis, ce rôle, c'est le rôle du partage de ce que j'appelle la créolisation. C'est le rôle du mélange, c'est le rôle du contact et du mélange des cultures. Et ça nous vient de l'expérience de l'esclavage. Et c'est nous, et nous seuls, descendants, esclaves et descendants d'esclaves, qui l'en avons extrait. Il n'y a pas de positivité de l'esclavage. Il y a une positivité du rôle et du travail des esclaves eux-mêmes. Et c'est en ceci que nous regardons en avant. Le monde de demain ne se sauvera que par le partage des sensibilités et des intelligences. Et ça nous est donné principalement par la créolisation, le mélange et le métissage. Et l'esclavagiste, c'est celui qui refuse à toute force
le mélange. Il peut accepter mon existence, mais à condition que je sois au loin et que je sois pas, que je n'ai rien à voir avec lui-même. Eh bien, c'est là où il faut combattre et c'est là où il faut de l'avenir. Seule la différence serait universelle, et elle ne l'est que par le jeu des différents. Et toute identité d'abord ne conviendrait qu'à tendre vers l'autre.